Allez, c'est parti pour le grand débat du vendredi en direct sur Boursorama avec cette question. La fin de l'ISF va-t-elle vraiment profiter à l'économie française au-delà de la polémique qui ne s'éteint pas sur le cadeau fait aux riches? C'est finalement la question fondamentale dans cette affaire. Et pour en débattre, Mathieu Plane. Bonjour Mathieu. Bonjour. Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Emmanuel Gessua. Bonjour. Bonjour. Et directeur des études chez Rexecode. Alors c'est l'argument massu finalement utilisé par le gouvernement, maintes fois répété par Bruno Le Maire, en disant que finalement ce n'est pas un cadeau aux riches, ce sont des mesures fiscales qui sont pro-croissance. En gros, il dit voilà, le gouvernement remet à disposition de l'économie française 3,5 milliards, ce que va coûter aux finances publiques la suppression, quasi-suppression de l'ISF. Reste à savoir comment ces 3 milliards et quelques d'euros vont être investis. Et là, c'est vrai qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez un doute sur comment il va être investi? Parce qu'Emmanuel Gessua, il sait parfaitement comment c'est investi. Dans l'économie productive, tout va aller dans les entreprises françaises. C'est intéressant parce que c'est vraiment un pari extrêmement risqué. C'est le cœur du débat, ça. Mais c'est le cœur du débat. C'est le cœur du débat. D'abord, il faut savoir quels sont les capitaux potentiellement qui peuvent revenir en France avec la réforme de l'ISF. Ce qui est vrai, ou ceux qui ne partiront plus, pardon, parce que ceux qui vont revenir, ça reste assez Alors d'ailleurs, il y a une illusoire, étude assez intéressante de Rexecode sur le sujet, qui montre que ça serait de l'ordre de 70 milliards, en fait, les exilés fiscaux liés à l'ISF. Juste sur les chiffrages, d'ailleurs, j'ai regardé ça pour le coup, c'est que le patrimoine financier détenu par les ménages résidant en France, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 5 000 milliards. Ça veut dire qu'on compte sur éventuellement 70 milliards qui viendraient financer l'économie productive, aujourd'hui, qui... pour le coup, on voit qu'on a une épargne abondante, on a un patrimoine financier qui est élevé des ménages en France, mais qui serait mal alloué, en tout cas, sur certains segments. La question qui se pose, c'est pourquoi, il faudrait m'expliquer pourquoi, finalement, les gros patrimoines prendraient plus de risques que les autres. Et la question, c'est, finalement, on n'a aucune certitude. Ces 3 milliards qu'on ne prendra plus, on ne va pas leur rendre, qu'on ne prendra plus. Alors, effectivement, il faudra des nouvelles allocations parce qu'on va fiscaliser plus l'immobilier que le mobilier. Mais par contre, on n'a pas organisé une tuyauterie spécifique pour aller financer les projets les plus innovants, les plus risqués, parce que là, c'est le cœur du sujet. C'est qu'aujourd'hui, les conditions financières, l'épargne est abondante en France. Les entreprises, globalement, surfinancent plutôt dans des bonnes conditions, des taux bas. Il y a quelques segments particuliers sur les projets les plus innovants, les plus risqués. Sauf que là, effectivement, comme on ne met pas en place une tuyauterie spécifique, il y a assez peu de chances que finalement, il y ait un déblocage totalement sur ce type de projet, quoi. Il n'a pas tort, Mathieu Plane, là-dessus. Il n'y a rien qui est fléché. Ils mettent l'argent où ils veulent et voilà. Et on ne sait pas donc où cet argent va atterrir. Un morceau ira effectivement sûrement dans les entreprises françaises ou peut-être étrangères d'ailleurs aussi, mais on ne sait pas. Et contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron, j'insiste là-dessus, dimanche, lors de son interview sur TF1, il nous a dit ceux qui n'iront pas mettre de l'argent dans l'économie productive, dans le financement des entreprises françaises, seront taxés. Mais il n'y a rien qui est prévu à cet effet. Alors, peut-être repartons de l'existant, sur un débat qui est effectivement parti, je trouve, sur des mauvaises bases, c'est-à-dire sur le point de vue purement distributif, statique. Si on veut rebondir sur ce qu'a dit Mathieu. Voilà, on a un système qui est extrêmement distorsif, qui implique en fait des taux marginaux, des rendements d'imposition, des rendements de l'épargne qui peuvent être dans certains cas confiscatoires. Et donc l'idée, en supprimant l'ISF sur les actifs. Ils sont élevés, les taux, la fiscalité du capital est élevée en France. Elle est élevée, d'accord. Je vais laisser finir. En tout cas, pour les contribuables qui sont assujettis à l'ISF, on peut arriver en additionnant tous les taux d'imposition, y compris l'imposition sur le patrimoine, à des taux d'imposition confiscatoires. Et donc, ça, c'est pas neutre en termes d'incitation. C'est-à-dire que on va avoir notamment des entrepreneurs qui ne vont pas pouvoir tirer tous les dividendes de leur activité entrepreneuriale, ou alors dans leur entreprise entrepreneuriale qui vont devoir se rémunérer sur des dividendes qui vont assécher par ailleurs la dynamique de l'entreprise. Mais si on revient encore une fois au débat là sur, je sais que c'est le débat aussi, ces 3,5 milliards qu'on rend, qu'on ne prend plus aux contribuables les plus fortunés, qui nous dit que vraiment ça va s'investir dans des actions françaises, financer des projets innovants et des PME ou des grandes boîtes françaises, et pas acheter des actions Google, Apple, Facebook, Amazon, ou acheter de l'immobilier, ou acheter des bagnoles, ou acheter des yachts, ou autre chose. Mais ça, c'est le problème avec tout dispositif on aurait pu flécher de réforme fiscale. Mais quand on fait par exemple des allègements de cotisations sociales, on ne sait jamais si concrètement telle entreprise va créer des emplois ou pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez dit 1 million d'emplois. Il y a des incitations. Sur les allégements de cotisation, toutes les entreprises en bénéficient. Là, c'est juste sur un segment très particulier de personnes qui ont des patrimoines financiers très élevés. Il y a des incitations fiscales.
fiscale qui Pardon, entraîne des effets d'aubaine. Mais pas l'air à l'aise sur ce sujet-là. Non, Vous n'avez pas mais pas calculé du en tout. disant, voilà, sur 3,5 milliards d'euros, finalement, on peut estimer qu'il y a la moitié qui iront vraiment financer les entreprises françaises. Je dis la moitié, un tiers, trois quarts, je ne sais pas. Je vais y venir. Ce que je veux dire, c'est que quand on réforme la fiscalité, il y a forcément des effets d'aubaine, des gens qui vont en profiter alors qu'ils n'auront pas les comportements qu'on veut. Mais en moyenne, on estime qu'on va avoir une fiscalité beaucoup plus propice au fléchage de l'épargne vers le financement de l'activité productive et à l'activité entrepreneuriale. Pour l'instant, on avait une fiscalité extrêmement distorsive qui en fait qui portait également sur des assiettes mitées, c'est-à-dire que comme les taux étaient très importants, pouvaient être confiscatoires dans certains cas, on a accumulé des séries d'exemptions, d'exonérations. Il fallait simplifier, rendre ça plus lisible, etc. Simplifier. Mais au final, c'est 3,5 milliards. On aurait pu peut-être mettre 3,5 milliards d'argent public ailleurs pour faciliter peut-être l'investissement des entreprises. Peut-être qu'on aurait pu baisser plus l'impôt sur les sociétés. Je ne sais pas, il n'y a pas d'autre chose à faire mieux. Mais je fais juste un mot là-dessus. Je trouve ça assez surprenant parce qu'effectivement, le discours de dire globalement, l'économie française ne croît pas assez vite parce qu'elle a un problème de financement et justement financement risqué. Moi, je trouve que l'argument de la réforme de l'ISF n'est pas forcément le bon là-dessus. Surtout que derrière, on supprime, effectivement, on parlait de niche fiscale, ce qui est juste, il y avait ce qu'on appelait l'ISF-PME. Alors, il ne fonctionnait pas très bien, mais on aurait pu revoir des dispositifs comme ça en disant, pourquoi pas, justement… Rappelez l'ISF-PME. L'ISF-PME, ça permet d'avoir une déduction. Ça permettait, pour ceux qui payaient l'ISF, qui investissaient dans les PME, de déduire leur investissement. Voilà, déduire leur investissement fait auprès des PME de leur ISF. Et donc là, c'était une… Et là, on dit, on cherchait à financer les PME. Typiquement, l'ISF-PME visait cet objectif-là. On peut dire peut-être qu'il n'était pas bon. Pourquoi ? Justement, en réformant la fiscalité du capital de cette façon, on aurait d'un coup, en tout cas utilisé l'argument de dire pourquoi, à ce moment-là, d'un coup, on aurait des financements risqués plus innovants. Moi, je pense que si on considère qu'on a un problème de rentabilité du capital ou qu'une fiscalité du capital qui est trop élevée… Par rapport à nos voisins, c'est une réalité, ça, c'est une réalité. Bon. C'est vrai. Je trouve que la concurrence fiscale est extrêmement dure dans la zone euro, beaucoup plus dure qu'ailleurs, parce que si on regardait au Japon, Corée, Royaume-Uni, États-Unis, les fiscalités du capital sont relativement élevées. Avant Trump, mais en tout cas, la fiscalité du capital est relativement élevée. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est effectivement de savoir, est-ce qu'on est capable d'avoir des projets d'investissement risqués qui vont trouver des financements. Or, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit là-dessus qu'on va trouver. Et surtout, si on a un problème de fiscalité globale du capital, où on considère que la rentabilité est finalement prise, en tout cas une partie de la rentabilité est prise par cette fiscalité, la question qui peut se poser, c'est pourquoi pas baisser directement la fiscalité sur les entreprises. C'est-à-dire que la fiscalité des entreprises, typiquement l'impôt sur la société, alors je sais que c'est dans le projet du quinquennat. Oui, mais c'est tout sauf doucement, que on y va on le fait vraiment tout doucement. Ah ouais. La question, c'était est-ce qu'il valait pas mieux avoir un choc plus massif là-dessus, en disant là, pour le coup, on est sûr de l'investissement en France, toutes les entreprises en profitent. Et donc la question, je ne suis pas sûr que ce soit ceux qui possèdent le capital qui vont être vraiment les financeurs ou à l'origine des déblocages. Est-ce qu'il ne fallait pas mieux justement mettre plus le paquet, mettre ces 3 milliards d'euros de plus par an en baisse d'impôts sur les sociétés pour aller plus vite peut-être vers 25%, non pas en 5 ans, mais peut-être en 2 ou 3 ans? Oui, sauf que restait néanmoins ces problèmes finalement d'incitation à l'accumulation d'épargne. Mais c'était plus le signal qu'on envoyait aux investisseurs étrangers, mais le signal il est donné. À ceux qui ont envie de partir, de dire voilà, restez, la France en France, maintenant il n'y a plus d'ISF. Le signal il est donné, le taux passera à 25% à l'horizon de la fin du quinquennat pour l'IS. Ouais. Et par ailleurs, ce n'est pas sur l'IS qu'on se distingue le plus nettement de nos partenaires européens. C'est vraiment sur la fiscalité du capital. À laquelle contribue l'ISF. Pour revenir sur l'idée, oui, alors est-ce qu'il n'aurait pas fallu renforcer au contraire l'ISF-PME, mais là on reste dans l'ancien monde où finalement on a complexifié chaque année la fiscalité du capital, les taux confiscatoires entraînant des demandes d'exemption supplémentaires qui, pour préserver des rendements, on reste dans l'ancien monde. Demandé mais dans le nouveau monde, on a laissé les taux et donc on a enclenché justement c'était en simplifiant les choses, c'est effectivement dans les financements d'entreprises ou d'actions qu'on aurait pu avoir des déductions fiscales. Donc, oui, mais là, on entretient encore une machine à produire. Là, pour le coup, on crée aussi des effets d'aubaine qui peuvent être extrêmement élevés. Je pense qu'il faut, dans tout dispositif fiscal, oui, mais il y a quand même un affichage du coup de redistribution fiscale qui est quand même très très marqué vers le haut de la distribution. Mais bien sûr, parce que vous réfléchissez par rapport à la situation existante, mais la situation existante n'était elle-même pas optimale. On avait une anomalie fiscale
avec une fiscalité du capital aberrante que aucun pays européen ne nous a imité, à part peut-être quelques régions d'Espagne qui ont un impôt global, notamment la Catalogne, sur la fiscalité du stock de capital. Mais sinon, aucun autre pays ne dispose d'un tel impôt. Bon, encore une fois, si on essaye de ne pas être ni dogmatique ni idéologue, et qu'on regarde ce qui a été fait à l'étranger, puisque beaucoup de pays autour de nous ont supprimé l'ISF, j'ai entendu il y a quelques temps Gérard Larcher, le président du Sénat, nous dire oh là là, ils ont supprimé, il était favorable à la suppression de l'ISF, ils ont gagné un point de croissance, la Suède. Mais est-ce qu'on peut vraiment comparer ils ont leur propre devise, c'est compliqué de... Non, on peut non, pas... pour mesurer ce qu'ont fait les autres, pour se dire, bah, tiens, ils l'ont fait, il faut faire ils ont des gagné études de temps en sérieuses. croissance, Il nous faut aussi. faire des études sérieuses. La croissance, elle ne vient pas uniquement de la fiscalité du capital, sinon on Personne saurait... ne dit ça. Non, mais ce que je veux dire, on ne peut pas faire des corrélations aussi rapides entre baisse de fiscalité du C'est ce capital. qu'a- En c'est plus, ce qu'a la fait le Suède, président du Sénat. qui n'est pas dans une zone monétaire qui est la nôtre, qui est un petit pays, on parle des années 90, on n'est pas du tout dans la même situation. Donc il faut faire quand même quelque chose d'un peu sérieux pour évaluer Mais en les tout cas, choses. personne ne La sait, fiscalité du sur ces capital 3,5 milliards, participer. combien va vraiment aller dans Non, les on ne sait entreprises pas. françaises. La Personne ne fiscalité sait. du capital participe au financement de l'économie. Effectivement, la rentabilité du capital est quelque chose. Mais par contre, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et c'est pour ça que je trouve que le débat se désoriente un peu là-dessus, c'est vrai qu'on peut considérer qu'on a une fiscalité du capital qui est trop élevée en France par rapport aux autres pays. Ça peut être un argument. Par contre, on ne peut pas dire que la réforme de la fiscalité du capital va débloquer la croissance française. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière. C'est un des paramètres. C'est un des paramètres, mais il faut calculer le rendement qui sera derrière C'est ça. pas un bon investissement pour l'argent Attends, public, c'est ça? je pense qu'en fait, le problème aujourd'hui que ça pose, c'est qu'effectivement, dans les marqueurs du budget, il y a cette très forte fiscalité du capital et toutes les mesures, on va dire, qui sont plus de soutien pour d'achat des classes moyennes, de valorisation d'un certain nombre de minima sociaux, sont extrêmement progressives et de montée en charge. Donc c'est vrai que, du coup, dans les marqueurs de redistribution, on voit bien qu'on attendra beaucoup de cette baisse de fiscalité du capital parce qu'on met quand même beaucoup dessus, ce qui sera quand même 5 milliards. 5 milliards, mais qui sont quand même très concentrés. On est d'accord, c'est Pas- très par- concentré. Pardon, mais on met beaucoup, enfin c'est 3 milliards, hein, parce qu'il faut prendre en Plus compte la aussi flat tax. la hausse de la CSG. Plus la Oui, flat mais tax. justement, la flat tax va permettre Oui. à ceux qui sont à la flat tax de ne pas payer la hausse de CSG. Et il est Donc, malin, quand même, Mais ce sera intégré. La hausse de oui, CSG ça est sera intégré. dans Mais ce que je veux dire, c'est dans la 5 milliards Donc qui au sont total, c'est qui sont- 3 milliards de baisse de 5 fiscalité milliards du qui sont capital. quand même très concentrés. Donc, une fois de plus, effectivement, on a une fiscalité du capital élevée, mais se pose derrière la question des inégalités qui va quand même ressurgir à travers ça. Alors, juste d'abord, donc c'est 3 milliards de baisse de fiscalité du capital à comparer quand même à 10 milliards de baisse de la taxe 3 d'habitation. milliards et demi. Non, et un taxe milliard. d'habitation se fait sur 3 ans. Non, parce qu'il faut prendre en compte aussi l'impact de la hausse de la CSG. La hausse de la saison. Bah, la hausse de la CSG, Pas sur la flat elle tax. va, Pas elle sur- elle ça peut va- pas sur la elle est flat intégrée tax. dans la flat tax. Donc elle va rapporter 2 milliards. Et donc au total, en fait, en net, sur la fiscalité du capital, la fiscalité du capital ne diminue que de 3 milliards. Bon, D'accord. alors, Enfin, en tout cas, Et dans si- cette si on- contribution-là, si- ceux si qui on payent beaucoup de compare- revenus du capital ne vont pas financer les baisses de cotisation. Alors, par ailleurs, 10 milliards de baisse de taxe d'habitation, 11 En 3 milliards ans. de baisse de l'IS. Alors, c'est étalé, je suis d'accord, Voilà. mais au total, sur le quinquennat, vous voyez que ce n'est pas non plus Il y a un une baisse, arbitrage très fort un sur montant 2018. budgétaire absolument majeur. L'intérêt de la réforme, y compris avec la flat tax, c'est plutôt d'arriver à une fiscalité plus saine, moins distorsive, plus neutre, qui ne préflèche pas l'épargne des Français. Sur les inégalités, la question qu'il faut se poser... 80% des alors- Français sont convaincus que la réforme de l'ISF, la suppression de l'ISF, va accroître les parce que- inégalités. parce- Non, mais parce- pourquoi parce- avoir c'est bon regardé- sens non, mais populaire. pourquoi avoir Parce que regardé sur la l'immobilier, par fiscalité exemple, actuelle, l'immobilier. Je vais y revenir. Sur la fiscalité actuelle, vous avez toute une partie de l'épargne qui est préfléchée, soit dans des livrets d'épargne populaire qui préflèchent certaines dépenses sur certains financements de certaines activités comme le logement social. Vous avez l'assurance vie dont une part non négligeable 80%. et finance la dette publique. Donc vous avez quand même des distorsions importantes. Donc la neutralité de la fiscalité est un sujet important. Par ailleurs, sur les inégalités, la question qu'il faut se poser, c'est plutôt On quel est dérive un l'outil peu, le on plus dérive un peu. efficace. Non mais Non, si, si, Oui, ça mais va, celui qui vraiment dérive fort. en même temps. Quel est- Non, quel non, est- je dirais suis, pas, là. mais non, c'est l'argument quand même qui est très fort Voilà. derrière. Non mais Sur le parlons-en, rendement, par- la fiscalité, le rendement parlons-en. du capital et Parlons-en. par rapport au rendement du travail sur le long terme. Sur les inégalités, vous pouvez vous demander, est-ce qu'il n'y a pas des outils plus efficaces pour contenir les inégalités Que l'ISF. Par exemple, les droits de succession sont un prélèvement qui est moins distorsif et les économistes s'accordent à dire que voilà, c'est un outil qui est quand même moins préjudiciable à la croissance à long terme. D'accord. Pour revenir d'ailleurs sur les impacts sur la croissance Et et la ça, réforme de ça la va pas être fiscalité du augmenté. capital, ce qui est important, c'est que ce n'est pas uniquement une réforme qui va à l'instant T donner 0,3 points de PIB en plus, c'est une réforme qui va de manière permanente accroître la croissance. Donc au début, ce n'est pas grand-chose, mais c'est cumulatif.
C'est-à-dire que chaque année, vous allez avoir un surcroît de croissance en plus. Donc, on estime qu'à partir du moyen terme, on va avoir entre 0,2 et 0,3 points de croissance en plus. Du fait de la suppression de l'ISF. Du fait de la flat tax, la suppression de l'ISF, arriver à avoir 0,2, 0,3 points Alors, de PIB en plus. après- Ah bah voilà, c'est chiffré ça. Après, Enfin, le on débat peut commence. discuter Vous en pensez du quoi, fait vous de savoir s'il aurait fallu conserver l'ISF immobilier ou pas. Et effectivement, moi je pense qu'en tout cas, la frontière peut être ténue entre l'investissement productif et puis la rente immobilière en fait. Et il y a toute une partie de l'investissement immobilier qui est en fait un investissement productif. Ah oui, non, mais dans la Dans le construction neuf, de logements, finance, par la exemple, vous construction. investissez dans une société qui construit Exactement. des logements, vous serez, a priori, c'est pas déductible de Mais l'ISF. c'est- Alors que si vous investissez dans une société qui organise des événements, par exemple, c'est déductible Non, de mais ça, l'ISF. je Donc, pense qu'on est d'accord quelle est sur la la logique fragilité économique de la logique et du dispositif. oui, donc c'est pour ça je que pense du qu'on est coup, d'accord si là-dessus. dans la distorsion, à ce moment-là, il fallait supprimer l'ISF ou C'est ce qu'on- revoir. c'est ce qu'on proposait. Enfin, en tout cas, mais par contre, et là c'est juste, c'est-à-dire que si on a une réforme de la fiscalité du capital, et c'est un peu ce que disait Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle, c'était pas forcément une baisse du rendement de la fiscalité du capital, c'était revoir finalement la fiscalité du capital. Et donc la question qui se pose aussi, c'est les transmissions, les donations, les successions. C'est-à-dire que si on taxe moins du vivant, il faut taxer plus à la mort pour éviter justement les transmissions, les héritages, et donc le fait qu'on a une rente qui peut être transmise de génération en génération. Avant de se quitter, juste dernière question. Est-ce que c'est pas le MODEM, encore une fois, j'en ai parlé souvent cette semaine, mais qui avait raison dans sa proposition qui a été un peu balayée par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui dit finalement on ne sort de l'assiette taxable que les titres d'entreprise, les actions, les obligations, et tout le reste pour le coup dans l'assiette de l'ISF. Et là, il n'y a plus de débat, puisqu'on sait que Ça les mérite, investisseurs- ça mérite de prendre au sérieux, moi je trouve, cette proposition. Alors avec, vous allez sûrement dire qu'il y a une distorsion à nouveau, mais anticonstitutionnel, a dit Bruno Le Maire. en même temps, si l'argument à chaque fois est de dire il faut financer l'économie productive, alors à ce moment-là, Il ne faut pas qu'il y ait des déperditions. L'idée, c'est la déperdition. Oui, mais encore une fois, on reste dans l'ancien monde où on multiplie les exonérations avec un système illisible, instable et qui, in fine, décourage les aventures entrepreneuriales et l'épargne vers le financement de l'activité productive. Donc la fin de l'ISF et la flat tax, à moyen terme, ça devrait apporter 0,2-0,3 points de croissance en plus à la France Chaque année. chaque année. Oui, alors bon. Non, mais c'est-à-dire que vous considérez que ça va améliorer vraiment le potentiel de croissance et que ça aura un effet sur l'attractivité, sur le financement, ce qui, à mon avis, est assez discutable même. Donc pas 0,2, pas 0,3. Ça me paraît beaucoup, mais on ne va pas refaire le match comme on dit ici. Allez, merci à tous les deux. Emmanuel Gessua, directeur des études chez Rexecode, et Mathieu Plane, directeur adjoint du département Analyse et Prévision Merci. de l'OFCE. C'était donc le grand débat du vendredi. Merci à tous les deux. Au revoir.